Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Microscope, le balado de la Fondation de la recherche pédiatrique. Je suis honorée vraiment de pouvoir vous présenter des projets de recherche, des chercheurs, des personnes inspirantes pour notre société qui font une différence dans la vie des enfants et dans la vie de plusieurs personnes, leurs familles. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Je tiens à remercier notre grand partenaire, l'équipe Maxime Roy, associée à IG Gestion privée de patrimoine. C'est beaucoup grâce à eux que le balado peut exister et c'est aussi grâce à vous qui écoutez le balado, qui nous écrivez, qui commentez. On adore vous lire, continuez à le faire. Et je veux rappeler que la Fondation de la recherche pédiatrique ne vit que sur des dons. Donc, si jamais vous aimez les projets de recherche qu'on vous présente, vous aimez la mission de la Fondation, on vous invite à faire un don à la hauteur de vos moyens. Ça peut être 20 $, 50 $, 100 $. Tout est utilisé pour la recherche pédiatrique. Ça fait vraiment une différence. C'est important. Aujourd'hui, parlant de personnes qui font une différence, j'ai rencontré Samuel Hébert, une personne qui, je pense, va vous faire bouger autrement, va vous donner envie de vous motiver, de vous donner peut-être des petits défis, de voir le mouvement d'une autre façon, de vous poser des questions importantes sur votre vie, sur vos émotions. En tout cas, moi, vraiment, ça m'a transformée d'une certaine façon, cette rencontre-là. Je suis très heureuse de vous présenter Samuel Hébert. Je vous souhaite un très bel épisode, une belle rencontre. Samuel, comment ça va? Très bien. Très bien. Oui. Tu es dans une bonne passe de ta vie? Très bonne passe de ma vie. Très content d'être là aujourd'hui avec toi. Je suis contente aussi de te découvrir, de te rencontrer parce que là, tu es l'ambassadeur du défi Gendarme de fer de la Fondation. Ça fait combien de temps là, que tu fais ça? J'hésite, mais un bon 7 ans. Je suis pas mal sûr que c'est ma 8e année. Okay. Fait que, je suis un des ambassadeurs depuis ce temps-là. Puis j'ai été impliqué de différentes façons. Autant pour donner les départs des vagues, être présent évidemment le jour de l'événement, mais aussi au niveau de l'organisation puis de la réflexion sur le parcours en tant que tel. Parce que là, toi, tu es un grand sportif. Tu nous représentes, tu représentes le Canada dans toutes sortes de compétitions. Oui. Ça fait-tu longtemps que tu es sportif? Ça t'est venu de où, cet amour-là du sport? Ça fait depuis plus de 10 ans, 12 ans que je me promène à l'international pour représenter le Canada dans différents sports, souvent qui sont vus comme plus hétéroclites, comme les courses à obstacles ou le Ninja Warrior ou le Hyrox dernièrement. Je connais rien de ce que tu viens de dire. Ce sont tous des mots, de nouveaux mots. Oui, c'est ça. Mais le sport, mon engouement pour le sport, écoute, je pense que ça me vient depuis tout petit. Ça a toujours été présent dans ma famille. Mes 2 parents ont toujours été très actifs, avec des backgrounds différents. Ça m'a été inculqué jeune, mais j'ai pas fait beaucoup de sport d'équipe étant jeune. J'ai fait, je pense, les classiques, là. Jouer au soccer, mais pendant 1 ou 2 saisons, et ainsi de suite. Mais sinon, je me suis dirigé rapidement vers les sports individuels, comme l'escalade, étant plus jeune. Puis j'ai goûté, je pense que mon élément de déclencheur, moi, que j'associerais au sport ou à mon côté sportif auquel je peux m'identifier maintenant, c'est vraiment le début de la course à pied. En secondaire 3 ou secondaire 4, où je suis embarqué dans l'équipe de cross-country de mon école secondaire et où j'ai eu un prof de gym qui m'a vraiment fait accrocher, en fait, à la mentalité de bouger par choix puis de prendre du temps pour soi, finalement. J'étais un élève très turbulent au secondaire, très éparse, très éparpillé. Donc, beaucoup de difficultés à me concentrer, à rester assis sur les bancs d'école. Puis quand j'ai découvert la course à pied, bien, ça a été comme une thérapie pour moi. Ça m'a permis de comme, me canaliser. Puis là, bien, évidemment, on est rendu 20 ans plus tard. Donc, j'ai développé beaucoup d'autres outils autour de ça, mais je pense que l'élément déclencheur, ça a été la course à pied en secondaire 3, ouais. Et est-ce que tu allais courir tous les jours? Comment ça s'est inscrit dans ta routine à l'école d'aller courir? J'allais pas à tous les jours, mais presque. J'allais là, un bon 4 à 5 fois semaine. Okay. Puis je pense que la grande différence que ça a amené, c'est cet aspect-là de facilité. Ça peut paraître difficile de dire je vais aller courir, mais en même temps, moi, il y avait un aspect où j'étais le seul maître de ça. J'avais cette opportunité-là de ne pas avoir de frais reliés à ça. Il n'y avait pas d'horaire. Il n'y avait pas de devoir me déplacer à un endroit ou à un autre ou d'équipement dispendieux. Je faisais juste mettre mes souliers et je pouvais partir courir. Fait que je pouvais me lever plus tôt le matin ou en revenant de l'école ou même pour me rendre à l'école ou ainsi de suite. Fait que c'est devenu
part de ma routine. Puis la discipline que ça m'a apporté, mais surtout le bien-être de prendre le contrôle de quelque chose, ça m'a comme donné un pouvoir, si on veut. Parce que c'est ça, dans toute la structure de l'école, la discipline de l'école, c'est comme si là, c'était un choix que tu faisais. Exactement. Moi, je décide de mettre mes souliers puis d'aller courir. Ouais. Mais ça, là, toi, c'est ça, ça a été un moteur, mais pour plusieurs personnes, c'est un cauchemar. Là. Ils ont vraiment de la misère avec la discipline. Oui, mais je pense que c'est une question de perspective. Puis c'est souvent ça, finalement, je réalise que je suis coach maintenant depuis kinésiologue de profession, puis je suis coach depuis plusieurs années, 10 ans. Je réalise que c'est beaucoup en consultation des aspects de perspective, puis des aspects quasiment plus psychologiques qu'on va adresser. Oui, je fais de la programmation, puis je suis un expert du mouvement humain, donc je vais te dire quel intervalle faire, à quelle intensité, quelle durée. C'est souvent ce que les gens viennent chercher. Mais at the end of the day, ce que je finis par faire, c'est de la consultation, puis d'aider la personne, des fois, à voir les choses un peu différemment. Puis dans le sport, c'est beaucoup ça. On va le voir par obligation. On va se sentir forcé par une culture, par un objectif, par un idéal qu'on se met, mais qui n'est peut-être pas 100% le nôtre, qui a été beaucoup co-créé par les attentes de société, par on pourrait aller loin là-dedans. Oui, il y a quelqu'un qui arrive, puis son objectif, c'est de perdre 10 livres, par exemple. Ça doit être le genre de témoignage que tu as, toi, des gens qui viennent. J'ai eu beaucoup dans le temps. Maintenant, j'ai une clientèle qui est très nichée. Fait que j'attire plus beaucoup les gens qui sont, par exemple, en perte de poids ou ces choses-là. Okay. Mais, par exemple, la personne vient me voir, puis son objectif, c'est de courir un demi-marathon. Bien, mon objectif, oui, c'est de la préparer le mieux possible à son épreuve de demi-marathon, mais c'est aussi de voir pourquoi elle veut faire son demi-marathon. Puis pas juste pourquoi par une position ou par un temps qu'elle souhaite accomplir, mais qu'est-ce qu'elle souhaite aller chercher avec ça. Parce qu'au final, c'est très quétaine, je dirais, de dire que c'est pas la destination, mais c'est le chemin qu'on prend qui est important, mais c'est tellement ça. Puis ton entraînement, puis ce que tu en fais et comment tu le fais, a tellement une plus grosse incidence qu'on pense, pas juste sur ton changement physiologique ou morphologique dans de quoi tu vas avoir l'air ou dans ce que tu vas être capable d'accomplir, mais dans comment tu vas percevoir les choses, puis comment ça va impacter les autres sphères de ta vie. Fait que pour moi, le sport, comme je t'ai dit, a commencé jeune, mais a été surtout un élément qui a pu être thérapeutique puis qui m'a supporté dans des épreuves ou dans des étapes de ma vie, qui m'a donné un pouvoir. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que ça a eu concrètement comme effet comme adolescent ou jeune quand adulte? Je te dis comme pouvoir, tu as parlé tantôt de... J'avais le contrôle. Ouais. Je trouve que souvent, à l'adolescence, on fait les choses un peu par obligation. Il faut aller à l'école. Il faut se lever le matin. Il faut avoir une routine qui est souvent calquée à celle des parents ou du parent. Moi, j'étais avec ma mère qui avait son horaire. Puis, on se lève, on déjeune. Puis, ma mère est incroyable. Ma fan numéro 1, d'ailleurs. Puis, elle est là. Et elle me donne ce cadre-là, cette structure-là. Mais c'est dans les âges où on apprend aussi à se connaître, à se découvrir, à trouver son identité. Puis souvent, c'est une période qui est très charnière parce qu'on est divisé dans plein de choses, il y a plein de possibilités. Puis souvent, on va avoir des modèles. Puis moi, ma mère était un de mes modèles, mais j'avais moins de modèles masculins à ce moment-là, spécifiquement dans ma vie, où je me rattachais moins à mon père en tant que tel. Puis ce que ça l'a fait, c'est que de toucher au sport, puis d'avoir ça, qui était quelque chose qui avait été véhiculé par mon père quand même, ça me redonnait un certain pouvoir à moi, Sam, de 14 ans, de me dire que, c'est pas personne d'autre qui décide pour moi que je vais aller courir, puis que, oui, c'est tough, mais de faire des trucs tough, c'est tellement bénéfique de faire des trucs tough par choix, parce qu'après, il y a une certaine fierté qui s'installe, mais il y a aussi une routine qui est très positive autour de tout ça. Fait que, je te dirais que ça a été vraiment l'élément déclencheur pour moi, mais après ça, ça a pris plein de formes différentes au travers des années, au travers des challenges de vie qui ont pu s'en suivre, des étapes de croissance, finalement. Le sport a toujours été présent puis m'a épaulé incroyablement. J'aime voir qu'on a comme, pas différents personnages, mais on a différentes énergies en nous, comme notre corps, notre tête, notre cœur, par exemple. J'aime parler comme de trois, moi, c'est comme si c'était 3 couleurs ou trois animaux, le totem là, en dedans de moi. Puis je réalise que depuis très jeune, depuis ce déclic-là, peut-être à 14 ans, mon corps, puis la capacité que mon corps a ou que j'entretiens, que j'entraîne, a toujours été un de mes piliers forts, qui m'a toujours supporté et qui a beaucoup aidé peut-être mon côté mental ou mon côté émotionnel, si je parlerais du cœur, qui a été moins écouté ou moins...
T'écoutais moins tes travaillé. émotions, Exactement. ce que tu vivais. Exactement. OK. Puis là, le sport a aidé à ouvrir ça puis à te connecter à ce que tu m'a permis de ressentais. quantifier d'une certaine façon puis de doser, en fait, parce que je pense que j'allais pas beaucoup dans le côté du cœur ou émotionnel parce que j'avais la difficulté peut-être à l'exprimer, à le comprendre. Puis quand ça arrivait, ben, ça arrivait un peu comme une bombe. Fait qu'il y avait une intensité. Je suis quelqu'un d'intense à la base. Donc, Quand tu c'était allais quelque chose qui était intimidant. courir, Ça c'était me comme si permettait les de choses canaliser. montaient. Puis est-ce que quand tu cours, tu réfléchis beaucoup ou au contraire, tu es dans un état méditatif où tu essaies d'être juste sur ta respiration? Ça va dépendre du type de course. Mais il y a des courses pour tout. Fait que selon OK. l'intensité, puis c'est drôle parce qu'il y a une corrélation, tu sais, dans la programmation que je fais, il y a toujours ce qu'on va appeler la zone 2, qui est comme la course de base. Ce que je vais parler du seuil ou les intervalles plus de type moyen, puis la sortie plus intense, les intervalles rapides, la haute intensité. C'est comme 3 grandes catégories ou 3 grands titres que j'utilise souvent. Puis c'est drôle parce que mentalement, niveau réflectif ou même émotionnel, je trouve que chacune des séances peut avoir comme son bénéfice, son approche. Parce que quand tu es en basse intensité, c'est un moment effectivement où tu n'es pas dans le rouge, dans lequel tu peux prendre le temps de réfléchir. C'est un moment où tu es plus dans le vert, où je décrirais même dans le bleu. C'est souvent un truc d'émotion Ça, que je c'est, parle avec mon garçon d'être dans le bleu, mais de la marche ou une ça peut être de la intensité. marche ou du jog léger. Ça dépend pour chaque personne. Oui, pour c'est beaucoup de ça, personnes, exactement. ça peut être de la marche, Oui, effectivement. OK, parfait. Fait qu'un effort, je dirais, de 5 sur 10. OK. Donc, dans lequel tu peux parler aisément. Ça, ce serait ce qu'on décrit souvent comme étant la fameuse zone d'eau. On peut y mettre plein de titres. Mais au final, cet effort-là, c'est un effort qu'on veut qu'il soit plus prolongé. C'est un effort qu'on voudrait qu'il soit fréquent dans notre semaine, somme toute, parce que c'est un moment, comme pour moi, de réflexion. Un moment de, justement, il y a moins de distractions. Dans ces moments-là, j'essaie quand même de ne pas, évidemment, être sur mon téléphone. Quand je cours, je le suis le moins possible, même si, de nos jours, je filme des stories en courant, puis ainsi de suite. Tu sais, la vie va vite, puis on poule tout ensemble. Mais cet effort-là, puis cette zone d'intensité-là, moi, c'est une période réflexive où je peux faire le plein ou plutôt m'aligner, si on veut, Oui, c'est dans ça. mes OK, prochains choix. t'es rendu où? Comment ça va? Exactement. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux réaligner cette semaine? Ce genre de choses-là. Exactement. Comme OK. je te parlais off-mic de mes vacances avec mon garçon sur mon Oui. vélo, j'ai passé beaucoup de temps sur le vélo, mais c'était un effort dans cette zone-là. C'est Fait que ça. même si j'étais avec mon garçon tout le long de la ride, il me chantait des chansons, il me jasait, ben, ça a été un moment, une belle semaine de vacances où j'ai pu faire le plein d'énergie d'une certaine façon, mais surtout faire le tri de plein de réflexions que j'avais dans ma tête pour des projets à venir, puis des choses comme ça. Je trouve ça beau comment... Ben, c'est ça, comment tu parles du sport, surtout pour les ados, parce que souvent, quand on pense à faire bouger nos ados, c'est beaucoup pour qu'ils interagissent avec d'autres, pour qu'ils connectent avec d'autres. Mais là, toi, tu ramènes à vraiment quelque chose d'introspectif Ouais. dont on parle peut-être moins pour la construction d'un adolescent. Puis je trouve ça très, 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 très beau. Puis je pense que c'est quelque chose qui est manquant dans Ouais. notre société en général, puis pas juste chez nos adolescents, en fait, chez les adultes qui ont potentiellement pas eu ça à leur adolescence. Fait que c'est important que ce soit entendu. Parce que tout le long de notre vie, Oui, excuse-moi, vas-y. mais tout le long de notre vie, on est en relation avec des gens. Fait que c'est quelque chose qui est important, hyper important, d'être capable d'interagir, de bien read les échanges, puis d'être capable de bâtir de belles relations qui sont saines, d'être capable de bien s'exprimer, de bien se faire comprendre, mais surtout de bien écouter les autres aussi. Puis je sais que c'est une période qui est challengeante pour beaucoup de nos jeunes parce qu'avec les téléphones, avec les ça. interactions sociales qui sont de moins en moins en personne, le read, ne serait-ce que gestuel, verbal, est plus difficile que jamais, je crois. Mais ça l'amène aussi qu'il n'y a jamais de déconnexion complète de cette façon-là. Fait que oui, c'est un peu dichotomique de dire il y a moins de connexion humaine, humain à humain, moins de read en personne, mais en même temps, il n'y a aucun temps d'arrêt. La switch est presque jamais à off non plus de ces interactions-là, parce que le téléphone, puis les interactions sur les réseaux sociaux, puis sur les plateformes, elle peut toujours être présente. Fait que autant nos jeunes que nous, les adultes, il n'y a jamais cette switch-là qui est mise à off. Fait que le temps seul avec soi-même de réflexion, il n'existe quasiment plus. Puis je vais parler au jeu parce que dans mon cas, c'est un challenge au quotidien maintenant. D'être capable d'arrêter ce tumulte-là, cette continuelle réflexion-là, mais pas face à moi, avec moi, mais toujours en semi-interaction avec des projets ou avec d'autres personnes, à gérer des notifications, que ce soit sur les 15 différentes plateformes d'échange, ça n'en finit plus. Mes vacances m'ont aussi beaucoup aidé pour ça, parce que c'était un de mes mottos de me dire, je mets le téléphone à off, puis je mets ça à off. Fait que je vais essayer de trouver une manière de mieux l'intégrer à mon quotidien par la suite. Mais
Pour nos jeunes, je pense que c'est hyper important d'être capable, oui, le sport, que ça permette des aspects de communauté, d'interaction humaine avec les autres personnes, d'interagir dans des moments d'effort, d'être hors de notre zone de confort aussi, de ne pas être à notre plus beau sur notre 36 et ainsi de suite. Mais ça a un effet qui peut être pernicieux à double tranchant parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les ados ou les humains qui ont une prédisposition, qui ont une plus grande facilité dans le sport, vont se sentir des fois plus facilement mis sur un piédestal puis valorisés dans le sport, quand ceux qui ont peut-être moins de facilité là-dedans vont voir ça comme étant plus intimidant puis vont s'isoler du sport. Mais le sport, au final, c'est pas de la performance. C'est pas de gagner ou d'être le numéro 1 sur un podium. C'est tellement pas ce qui devrait définir le sport, en fait. C'est beaucoup ce qui peut être véhiculé par moment parce qu'on donne de l'attention à ça. Mais at the end, le sport, c'est de bouger. Avant d'être du sport, c'est du mouvement. Puis l'importance de bouger, elle est prouvée puis elle est vitale. L'absence de mouvement, c'est la mort. Tu sais, c'est la mort cellulaire. Fait que c'est la mort aussi de notre capacité à réfléchir puis de pouvoir se transformer comme individu. Fait que moi, mon message, ce serait bouger. Bouger plus souvent, bouger différemment, puis bouger sans nécessairement avoir une structure ou une rigidité qui vous met justement des barrières. Puis moi, c'est un peu ça. J'en ai eu des barrières ou j'en ai eu des structures qui ont été bénéfiques par moment puis qui sont devenues moins bénéfiques. Mais à force de rester là-dedans ou de persévérer ou de vivre, de me permettre d'expérimenter différentes choses, ben j'ai pu le moduler. Puis il y a une grande flexibilité qui s'est installée là-dedans. Ah, c'est vraiment... c'est beau ce que tu dis, mais je sais qu'il y a des parents qui ont des préoccupations quand même de voir leur ado qui peut aller justement dans une zone un peu trop rigide où la limite des fois peut être mince entre « Ah, mon jeune, oui, il s'en va souvent au gym, mais est-ce qu'il y va trop? » Est-ce que c'est... Tu sais, cette ligne-là, qu'est-ce que tu répondrais à ça d'un parent qui est comme, je sais pas, là, s'il faut que j'encadre mon enfant, de lui dire ralentis, ou si je dois l'encourager à aller bouger, mais que là, est-ce qu'il commence à développer une dysmorphie par rapport à son corps? Parce que ça aussi, c'est très présent. Tout à fait. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il n'y a pas une bonne réponse, évidemment. Puis, tu sais, c'est sûr que ça va être teinté de mon bagage de parent un peu, mais mon garçon est encore jeune, fait que j'ai pas ces réflexions-là spécifiques face à lui. Fait que mon discours va peut-être changer dans 10 ans, quand il en aura 14. Mais pour le moment, si je parle de mon côté, moi, de sportif, de professionnel de la santé, je dirais qu'il faut leur laisser vivre aussi leur expérience. Puis souvent, en tant que parent, j'ai l'impression qu'on veut, surtout dans notre génération actuelle, on veut encadrer, on veut s'assurer que tout est correct. On est peut-être des fois un peu surprotecteur. Puis au final, ben, notre rôle de parent, c'est de les guider. C'est pas de vivre leur vie à leur place. Puis c'est pas de s'assurer qu'ils font exactement tout dans le moule qu'on souhaiterait. Fait que si votre enfant bouge, si votre enfant va au gym, fait un sport, ben, de mon point de vue, c'est même si ça peut tomber dans un certain excès, il faut quand même faire attention parce que tout est bon avec modération. C'est juste que la zone d'excès, elle va être différente pour chaque personne. Puisque chaque individu, ado, enfant, adulte, va avoir à aller chercher là-dedans, va être différente. Fait que moi, de mon point de vue, ou même du regard des autres, j'ai souvent été dans l'excès pour les autres. Mais mon excès personnel, moi, je l'ai peut-être atteint 2 fois ou 3 fois seulement. Puis ça a toujours été bénéfique par la suite. Parce que ça m'a permis de découvrir des choses qui ont fait comme, OK, je sais pourquoi je me suis rendu jusque-là ou je sais pourquoi je ne veux plus ça. Puis d'apprendre à me connaître encore plus. On parlait de pas juste l'aspect physique, mais l'aspect mental puis l'aspect émotionnel. Moi, c'est souvent dans des périodes d'excès dans le sport, parce que moi, c'est mon canal, qui m'a permis de découvrir autre chose. Fait que, tu sais, moi, j'ai cette grande quote-là de Nelson Mandela que, tu sais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu sais, jamais je ne perds, soit je gagne, soit j'apprends. Ben, c'est ça. Puis par gagner, c'est pas de gagner un podium, mais c'est que je gagne quelque chose sur moi. Puis c'est de ramener ça à cet apprentissage-là qui est personnel. Ben, ta croissance personnelle, elle est tellement importante. C'est ça, ça revient à l'introspection dont tu parlais tantôt. Donc, j'imagine que c'est ça, même si un jeune bouge puis veut être peut-être dépassé, se dépasser ou enfin que ça peut ressembler à de l'excès, si justement
peut-être il n'a pas son téléphone pendant ces moments-là, puis que c'est vraiment juste par rapport à lui, il se met des défis, il a envie de se dépasser, Exactement. de lui demander comment il se sent, qu'est-ce qui, tu sais, c'est ça, comment il se sent. Ben juste là, s'il est capable d'avoir une introspection par rapport à ça, puis de dire, ben voici pourquoi ça me fait du bien pour ça. Exactement. Ben... Moi, je pense que le message, en fait, aux parents, c'est parler avec vos enfants. Puis n'essayez pas de les limiter, mais plutôt de les supporter là-dedans. Encouragez-les dans leur projet. Puis si ça va dans l'excès, ben soyez là pour les challenger peut-être sur le pourquoi du comment. Les apporter à avoir des réflexions par rapport à qu'est-ce qui les amène à faire ça. Mais il y a tellement des jeunes qui sont éveillés. Oui, il y a des trends, il y a des modes, puis les gens, souvent, moi, je vois beaucoup ça en ce moment, là, c'est mon algorithme dans le sport où c'est des défis de comme, OK, faire cet entraînement-là à tous les jours, pendant tant de jours, ou ainsi de suite. Puis des fois, je me demande à quoi bon, tu sais. Mais si je prends le temps de poser la question à la personne, ben pourquoi tu veux faire ce défi-là qui, pour moi, me semble excessif? Ben la personne, souvent, va avoir une histoire en arrière de ça. Puis quand on prend le temps d'y en parler, ben finalement, je dis, ben écoute, vis-le ton défi. Vis-le, puis moi, je vais même te supporter avec ce que je peux là-dedans. Puis c'est quoi le pire qui va arriver? Tu vas te faire une blessure dure où tu vas avoir un reality check par rapport à ça. Mais tu vas out comme ça. Ça va t'être utile. Chaque blessure, si on prend vraiment le corps physique, dans la vie d'un athlète, va être utile. Sur le moment où on se blesse, souvent, elle va être terrible parce qu'elle va nous limiter dans notre chemin ou elle va changer notre direction. Mais cette direction-là qui vient à changer, elle apporte des apprentissages qui vont être utiles puis qui arrivent pour une certaine raison. Parce que tu en as trop fait, parce que tu l'as mal structuré. Puis ça, ben, ça s'applique à tout. Y a-tu eu des moments, toi, dans ta carrière de sportif où vraiment tu sais que tu as été dans l'excès ou d'une certaine façon? Ou... Très certainement. Puis moi, je réalise que, tu sais, les moments où j'ai été dans l'excès, ça a été dans des moments où, du côté émotionnel, ça a été plus difficile pour moi. Fait que dans des moments relationnels où j'étais en difficulté ou en détresse, mais que j'arrivais pas nécessairement à l'adresser avec les outils que j'ai aujourd'hui, qui sont pas encore parfaits, qui vont continuer à grandir, c'est ce qui est merveilleux. Ça a été des moments où moi, je me suis canalisé dans le sport plus, puis pas nécessairement de la bonne façon, parce qu'à ce moment-là, ben, je mets mes systèmes d'alarme que mon corps m'envoie plus sur mute, parce que ma tête a overwrite les systèmes que mon corps envoie, les signaux, que mon corps envoie, en mode comme « Hey, on en a plus besoin que toi en ce moment. » Fait que comme ça fait mal, ben comme mute it, parce que la tête, elle va pas. Puis si la tête, elle casse, ou le cœur casse, ben le corps, tu ne sers plus à rien d'une certaine façon. Fait que pendant plusieurs années, mon corps a vraiment été comme un tampon pour temporiser un excès puis un overdose à d'autres endroits que j'arrivais pas à adresser ou à gérer par différents moments, par phase. Puis c'est ce qui est merveilleux. Oui, j'ai eu des blessures, puis j'ai eu des choses qui m'ont obligé à ralentir au niveau sportif, mais c'était toujours relié finalement à une mauvaise gestion des autres sphères, d'une certaine façon. Puis je suis très reconnaissant pour ça. J'ai un corps qui répond super bien, puis oui, je l'ai entraîné, puis oui, ça fait 20 ans que je m'entraîne, puis que j'apprends, puis que j'adapte, puis que je lui donne de l'attention, puis du soin à mon corps, mais je pourrais dire que je pense pas que je lui donne tout le soin qu'il mérite. T'sais. Il est là, puis il me supporte, puis il permet à mes autres deux piliers, ma tête et mon cœur, de pouvoir guérir ou apprendre ou grandir. Puis lui, il est là, puis c'est un warrior, là. Puis il tient, puis par moments, dans les dernières années, il y a eu des gros épisodes, par exemple, ma séparation avec la maman de mon garçon, qui est un épisode marquant quand même pour moi, puis qui a été très demandant sur toutes ces sphères-là. Mais mon corps a tellement été là, puis c'est là que j'ai découvert le Hyrox aussi, parenthèse. C'est arrivé au bon moment de littéralement me défoncer dans une nouvelle discipline en mode comme let's go, là, on baisse la tête puis tu fais juste foncer, tu sais. Mais j'ai eu une connexion qui s'est passée à ce moment-là lors de ma première compétition où est-ce que ma tête, mon cœur, mon corps communiquaient ensemble. Pour une première fois, c'était pas comme un combat contre mon corps. C'était pas comme « go, c'est tough, ben il faut juste que tu continues à pousser ». C'était plutôt comme « hey, on sait que tu travailles fort, mais on a besoin de toi en ce moment ». Comme c'était un... T'as senti ça pendant la compétition, comme un espèce de moment de grâce. Ouais, un discours, en fait, comme de support, puis plus positif. Parce que beaucoup, dans ma culture d'entraînement puis dans mon évolution d'athlète, dans beaucoup de mes entraînements d'intensité, c'était souvent
un combat contre moi-même. C'était souvent un comme let's go, tu sais, si tu le fais pas, ben tu seras pas plus fort, ou tu sais. Ah oui, tu parlais comme ça. Des fois, ça a été un discours négatif plus, tu sais. OK. C'est la seule manière de pouvoir te prouver que tu vaux quelque chose, des trucs comme ça. Tu sais, étant plus jeune, ça m'a identifié, où je me suis souvent tapé sa tête, puis ça, ben, c'était pas. Ce discours-là était pas différent, même quand je m'entraînais, tu sais. Puis ce moment-là, il y a 2 ans et demi, 3 ans, où il y a eu ce déclic-là, évidemment, c'était pas aussi raide pendant les 15 dernières années. Là, il y a eu une évolution de ce message-là, de ce discours-là interne, mais ce moment-là où c'était plus un combat contre moi-même, mais c'était un combat avec moi-même. C'était tout mon corps, puis mes entités, si on veut, là, comme j'expliquais, ma tête, mon cœur, mon corps, teamait up ensemble. Ben, une automotivation. En fait, tu étais ton propre coach. Parce que ce que tu dirais à quelqu'un comme kinésiologue pour le motiver, tu te le faisais pas à toi-même. Tandis que là, tu es devenu ton propre coach. Puis ça, il faut qu'on apprenne ça parce que souvent, notre voix intérieure est tellement dure. Puis on parlerait jamais comme ça à un ami, un membre de la famille, un amoureux, peu importe. Mais avec nous, puis alors que, tu sais, il faut être là pour nous. Il faut être là pour nous, oui, notre discours interne est tellement important. Il y a tellement de force sur ce qu'on est capable d'accomplir puis comment on va se sentir au quotidien. Parce qu'à the end of the day, quand le téléphone est fermé, ben c'est nous avec notre tête puis c'est nous avec nous. Tu sais. Fait que c'est important, peu importe qui est dans notre entourage, d'être capable d'être là pour soi. Puis je trouve que des fois, c'est quelque chose qu'on oublie. On va être là pour soi, mais en surface. Comme tellement d'autres choses, finalement. Ah, je suis là pour moi parce que je fais ma routine, je bois mon 2 litres d'eau, puis j'essaie d'avoir mon 8 heures de sommeil. Mais t'es-tu comme, tu l'habites-tu pleinement? Tu le fais-tu juste parce qu'il faut cocher des cases ou tu le fais parce que, comme. Tu sais. Fait que, moi, à ce moment-là, c'était un déclic. Puis pendant longtemps, je me suis dit que j'étais un cordonnier mal chaussé. Parce que je considère que je suis un bon professionnel ou je suis un bon coach, qui n'est pas parfait, mais je suis vraiment là pour mes athlètes, puis je pense que je leur apporte plus de bien que de négatif, parce que finalement, on continue à travailler ensemble, puis c'est un... Puis ils apprécient le tout. Mais à partir de ce déclic-là, je sens que je ne suis plus un cordonnier mal chaussé, ou du moins pas mal moins, parce qu'effectivement, ce discours-là interne a grandement changé, puis ça m'a donné une vision, mais une force nouvelle aussi. Oui, mais c'est l'apprentissage d'une vie, ça, le discours intérieur pour que ça soit positif. Mais là, j'ai envie de parler de justement, là, ces concours-là que tu fais. Est-ce qu'on dit des compétitions? Des compétitions, concours. Des compétitions que tu fais, ça a commencé quand, ça, dans ton parcours d'athlète? Parce que là, c'est ça, tu as commencé à courir, tu es devenu sportif à l'adolescence. Ça t'a donné le goût de devenir kinésiologue. Donc, c'est ça, tu as fait des études là-dedans. C'est vraiment au cœur de ta vie, le sport. Tout à fait. Et les compétitions, c'est rentré quand là-dedans? Les compétitions sont rentrées... je faisais des courses sur route du 5, du 10 km, mais les compétitions officielles, c'est quand j'ai goûté à ma première course à obstacles, une Spartan Race en 2012. 2012 ou 2013, à Tremblant. Ça a été, encore une fois, une autre période comme de déclic. J'allais avec des amis, aucune idée dans quoi je m'embarquais. C'est comme, Spartan Race, on va courir dans le bois, il va y avoir des obstacles à faire, ça va être le fun, puis tout. Fait qu'on arrive là-bas, c'était nouveau comme discipline aussi, comme compagnie. Spartan est une compagnie. Et j'arrive là avec des amis, puis un fun fou. Aucune attente. Puis tu pars, puis c'est juste tu t'adaptes. Tu t'ajustes tout le long de la course parce que comme il y a des barbelés dans lesquels il faut que tu rampes en dessous, mais il y a un pied de boîte dans lequel tu enfonces pendant quasiment 400 mètres dans le bois. Tu grimpes dans des structures, tu sautes par-dessus du feu. C'était un melting pot d'un paquet d'affaires que j'avais jamais vu puis que j'imaginais pas. Puis quand j'ai fini ça, pendant la course, tu te dis qu'est-ce qu'on fait? Tu te remets en question, tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un peu fou, tu sais. Puis quand tu franchis la ligne d'arrivée, le sentiment d'accomplissement, mais aussi de plaisir, l'aspect ludique. Mais j'allais dire, c'est comme du jeu aussi. Exactement. Vous devez vous amuser. Oh mon Dieu, il faut que je saute par-dessus ça. Ça ramène à l'enfance aussi. Tellement. C'est quand même... dans le sens, on joue pas avec du feu quand on est enfant, mais dans le sens ne faites pas ça à la maison. C'est très ludique. Il y a quelque chose qui peut être très attirant là-dedans, je comprends. Tellement. Puis les mots que tu viens d'utiliser là viennent de me faire un déclic, justement, que l'entraînement, pour moi, était une certaine obligation aussi que je me mettais de contrôle sur moi-même, puis de force intérieure, mais qui n'était pas nécessairement reliée au plaisir. Puis au moment où j'ai goûté à ça, on parle, j'ai commencé à courir en 2006, je crois, là, dans ces eaux-là, il y a 20 ans. Puis j'ai goûté à ma première Spartan 6 ans plus tard, en 2012. Mes maths sont corrects, ouais. Donc,
Ça a été 6 ans d'entraînement, mais où c'était plus, pas désagréable, mais il n'y avait pas de connotation tant de plaisir autour. C'était performance, puis il faut que ce soit des positions, puis ainsi de suite, où j'essaie de m'améliorer dans des temps. Et quand j'ai goûté à la course à obstacles, ça a été comme, oh mon Dieu, ça peut être le fun, mais ça peut pas juste être le fun, je peux être bon aussi. Parce que ça, c'est important pour toi. Ben en fait, c'est que ça faisait un peu une partie de mon identité dans les 6 dernières années que j'avais créé, que c'est comme, hey, Sam, il est discipliné, puis il fait ses affaires, puis il est bon en course. C'est pas le meilleur, mais il est quand même bon. Puis moi, ben, ça me donnait comme une importance, moi avec moi-même, en fait. Je réalise que je l'ai jamais tant fait pour la reconnaissance puis le regard des autres, mais pour moi, quand je me cherchais dans cette période-là de ma jeune adolescence, ben ça m'a donné une définition pour moi. Oui, mais se sentir bon dans quelque chose, c'est extrêmement important pour sortir de notre personnalité. Rendu à cette première course à obstacles-là, ben là, ça a comme fait, wow, OK, ben tout ce que je fais, un peu par habitude, peut s'en aller à la même place. Puis c'est un melting pot de mon bagage d'escalade, de capacité du haut du corps, mais de vitesse en course à pied. Puis là, j'ai comme fait, OK, ben c'est le fun. Quand est-ce qu'on se réinscrit? Puis là, en 2013, ben une autre. En 2014, là, on s'est mis à en faire plein. Je rentrais à l'université à ce moment-là, en 2013, où j'ai rencontré beaucoup de monde qui sont dans mes meilleurs amis maintenant. Puis un de mes meilleurs amis, encore à ce jour, avec qui il était embarqué avec moi dans les Spartans, par-dessus la tête, puis on en faisait quasiment, on les faisait toutes, là, celles qui étaient disponibles dans notre rayon. Puis ben, je m'améliorais veux pas à force d'en faire. Puis là, il y avait le bac en kin qui rentrait là-dedans, avec des connaissances. Fait que là, j'appliquais des méthodologies d'entraînement. Puis là, tout ça s'est mis à se ramifier ensemble. L'aspect potentiellement professionnel, l'aspect ludique, l'aspect performance, l'aspect identité personnelle aussi. Puis là, même l'aspect relationnel, parce que là, ça devenait ma communauté se bâtissait autour de ça. Puis ça l'a juste ramp up de cette façon-là, je te dirais. En 2016, j'ai fait ma première place, mon premier podium sur le circuit Spartan. Puis là, ça a été un déclic au niveau comme sportif, compétitif, parce que là, je suis embarqué sur l'équipe, puis ainsi de suite. Puis là, ça a déboulé. Fait que ça fait 10 ans de ça. Puis les gens qui font ce genre de compétition-là, il doit avoir des histoires, des parcours de vie absolument incroyables. C'est ça doit tellement être inspirant. Oui. Parce que je pense que ça reste que c'est dans une catégorie de sport d'endurance. Puis on va souvent voir que les sportifs d'endurance, c'est des personnes qui ont des traumas ou des bagages lourds parce que justement, ils ont besoin d'aller ventiler puis qui vont endure de pain pendant 3 heures de temps sur leur bike ou en train de courir. Puis t'es comme, qui ferait ça? Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est bâti. Mais je pense que ça reflète quand même quelque chose. Puis je souhaite à tous les sportifs d'endurance que dans ce processus-là, ça leur a permis d'adresser un paquet de choses aussi et de travailler les autres sphères, puis pas juste d'être dans le sport, à se noyer dans le sport. Parce que c'est une manière aussi de s'occuper. Puis moi, ça, comme je disais plus tôt, ça l'a été par moment, ça ne l'est plus maintenant. Puis je pense que j'ai plein de beaux outils avec ça. Puis c'est ça que je partage le plus possible. Puis dans ton parcours, ben, comme kinésiologue, les gens que t'aides, parce que c'est ça, t'aides des gens vraiment au quotidien, c'est ça qui ont soit des problèmes de motivation à bouger. Ben là, tu disais que tu es dans une clientèle plus particulière, mais dans les dernières années, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Qu'est-ce que t'aimes le plus de ce métier-là? Ben, je pense que c'est la diversité, la possibilité, en fait. Je pense que dans n'importe quel métier, en fait, tu peux avoir une grande diversité, puis tu peux finalement te ramasser à toucher à plein de trucs. Mais dans mon travail, le plus significatif pour moi, c'est de sentir que je peux faire une différence, puis d'impacter positivement les gens autour de moi. Fait que ça, tu sais, c'est comme ma mission de vie, puis ça s'applique à large, pas juste dans mon travail, mais c'est tellement interrelié dans mon travail parce que je dirais pas le luxe ou la chance, je pense que je l'ai construit aussi. Fait que tu sais, je l'ai cultivé. Mais maintenant, je suis rendu où j'ai je vais dire cette chance-là de pouvoir travailler avec des gens en tout temps qui désirent travailler avec moi aussi. Fait qu'il y a cet aspect-là où ces gens-là sentent que je peux leur apporter quelque chose. Puis si je travaille avec eux, c'est parce que je sens qu'eux aussi peuvent m'apporter quelque chose. Oui, bien, tu te sens utile, ça, c'est important. Bien, de se sentir utile, c'est extrêmement important. Mais de sentir aussi que c'est pas juste donnant dans un sens. Parce que oui, un travail, on va souvent associer ça à une rémunération, à être capable de gagner sa vie ou à échanger une heure ou un temps contre quelque chose. T'sais. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi de voir tes clients ou qui veulent se dépasser? Qu'est-ce que ça apporte de voir quelqu'un
qui se donne des objectifs puis qui veut les atteindre? Je te dirais que c'est pas spécifiquement le fait qu'ils veulent se dépasser ou se donner des objectifs, mais c'est des gens qui se choisissent somehow là-dedans. C'est des gens, pour moi, ma définition, tous les gens que je côtoie, je les considère des athlètes. Parce que pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui prend le temps d'améliorer son sort, de changer. OK. Puis ça peut se faire de plein de manières. Moi, évidemment, c'est des athlètes dans le domaine du mouvement, du côté plus du corps physique, parce que c'est là-dedans mon expertise. Mais au final, ça peut se définir de différentes façons. Puis toutes ces personnes-là que je côtoie, que j'ai la chance de côtoyer au quotidien ou à la semaine ou au mois, selon la manière qu'on se suit ou qu'on se voit dans différents projets, bien, pour moi, c'est des gens qui me font confiance, de un, qui me donnent évidemment clairement une validité parce que je me sens utile avec eux, mais surtout qui m'apportent. Parce que moi, avec eux, j'arrive à échanger, à connecter pour vrai. Puis je vais connecter à différents niveaux avec les différentes personnes selon le besoin, mais ça me permet de, moi, continuer aussi mon bout de chemin puis de grandir là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pas mal plus que juste, ben écoute, je te paye pour une heure ou pour un plan d'entraînement ou pour ainsi de suite. Ça devient des relations qui se créent. C'est des relations qui sont choisies. Puis encore là, ça ramène à choisir de me lever le matin, à mettre mes chaussures, puis à faire l'effort qui peut être vu comme un effort de mettre un pied devant l'autre pour aller courir, par exemple, le matin, qui éventuellement, ben je choisis aussi de passer ce temps-là avec cette personne-là. Il n'y a plus rien qui est fait par obligation. Puis souvent, puis ça, c'est mon gold ticket là, de ma vie actuellement, je crois, c'est le fait de me dire qu'à chaque matin, quand je me lève, ou les gens que je vais côtoyer, à 95% dans ma semaine, ben c'est des personnes que j'ai choisi de mettre dans mon horaire et qui ont choisi eux aussi de me mettre pour différentes raisons, mais qui fait que les deux, c'est un win-win. Puis on s'apporte quelque chose, on grandit ensemble. Puis c'est pas juste par un pace au kilomètre qui va être plus rapide ou une amélioration de leur performance, mais c'est plus global que ça. Puis ça, pour moi, c'est vraiment riche. Ce désir-là de faire une différence, c'est aussi pour ça que tu as choisi de t'impliquer dans la fondation puis de devenir ambassadeur pour le défi. Tout à fait. Ben, Parle-nous de ça, le défi Gendarme de fer. C'est le 26 septembre à Québec et le 17 octobre à Montréal. À Montréal. Cette année, ils sont sur 2 dates différentes, ce qui est génial parce que ça va faire que ceux qui veulent faire les deux pourraient faire les deux. Oui, parce que dans les dernières années, on était le même week-end en même temps. C'était en simultané. Ah, mais là, d'abord, c'est merveilleux. Ouais, mais là, c'est toi qui fais le parcours. Ben en fait, j'aide. Cette année, je ne fais... Puis on est une belle équipe là, derrière le défi Gendarme de fer. Mais moi, initialement, ils sont venus me chercher pour mon expertise de course à obstacles. Parce que le défi Gendarme de fer, il faut savoir que, oui, c'est relié à la Fondation de recherche pédiatrique parce que le but, c'est que tous les dons soient remis à la Fondation puis aident notre jeunesse, avec un thème puis avec une cause différente à chaque année. Mais c'est un défi de course à obstacles. C'est une course en sentier avec des obstacles variés et ça ramène à cette essence-là que j'ai goûté, moi, au début de ma carrière d'athlète, quand j'en parlais tantôt, en 2012-2013, où est-ce que tu vas avoir différentes choses à faire. Vu que c'est le défi Gendarme de fer, on essaie d'avoir des thématiques de parcours policier puis de la gendarmerie royale avec un peu des exemples de tests qu'ils pourraient avoir, que les gens peuvent vivre sur l'événement en tant que tel. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Par exemple, on va avoir un mannequin qui va falloir traîner par terre, par exemple, au lieu d'être un carry régulier, on va avoir des coups à donner aussi, comme des mouvements de combat. Il va y avoir du tir du pistolet aussi qui peut se faire. Fait que plein de trucs variés, super uniques, qui sont propres au défi Gendarme de fer, qui rendent ça hyper trippant, qui rendent ça une super belle opportunité pour les gens de tester des choses comme ça, mais aussi de se réunir pour une bonne cause dans un environnement trippant, entouré d'une communauté puis du monde qui sont là pour des raisons variées, mais qui sont toutes unies d'une certaine façon. Puis pour célébrer la santé, pour célébrer le fait qu'on décide de bouger ensemble pour une bonne cause. Puis après ça, il y en a qui sont là pour performer. Il y en a qui sont... il y en a qui sont là il y a des business qui viennent avec leurs employés, qui font des collectes de fonds communes ensemble. C'est génial parce que, de un, ils se mobilisent ensemble pour ramasser plus d'argent, mais aussi, ils se réunissent le jour J, puis ils sont là le samedi matin, beau temps, mauvais temps, pour bouger, puis pour courir. Moi, je fais l'événement de Montréal parce que je suis basé à Montréal, fait qu'on est sur le Mont-Royal où on fait la course, qui à chaque année, c'est vraiment incroyable. On souhaite évidemment de la belle météo cette année, mais peu importe qu'est-ce qui se passe, on va être là.
Ah, t'as des lumières dans les yeux, ça te fait triper, mais c'est super. Mais moi, tu donnes vraiment le goût de bouger, de se motiver, c'est vraiment, mais moi, je trouve que c'est ça, c'est connecté au plaisir, là, absolument. Comment t'en parles, là? C'est un défi qui est accessible pour tout le monde. Il y a différentes distances, oui, c'est ça. S'il y en a qui ont peur, qui se disent, voyons donc, je suis pas assez ensemble pour faire ça. Mon message, moi, comme Ken, puis avec tout le bagage que je viens déjà d'exprimer, c'est allez-y, vivez-le. Peu importe votre niveau. Puis je sais, la Fondation va dire, oui, mais tu sais, si vous voulez pas participer au défi, vous pouvez quand même faire un don. Tout à fait, certainement. Puis chaque don compte. Chaque don fait une différence. Que ce soit 1 $, 5 $, 20 100 peu importe. Mais moi, mon message à vous serait, allez participer au défi. Faites pas juste faire un don pour faire un don. Prenez action pour vous. Et en même temps, faites un geste parce que vous allez vous réunir dans cette communauté-là. Ça va peut-être vous permettre de faire des rencontres qui sont incroyables, mais aussi, ça va vous donner un goal vers où vous pouvez vous rendre. Puis que ça va être pas seulement une finalité, mais plutôt peut-être un spark, une étincelle qui va déclencher quelque chose pour la suite. Fait que trouvez la distance qui vous convient. Il y a le parcours pour les enfants aussi, qui est incroyable parce que l'année passée, moi, ça a été la première course de mon garçon officiel. Il avait 3 ans. Je donne le départ, puis c'est moi qui lead les jeunes. Et là, d'avoir mon garçon qui courait en arrière sur la boucle du 1 km où ils peuvent toucher puis faire les obstacles, puis on adapte le tout. Le but, c'est qu'il y ait du fun. Le but, c'est qu'il soit là, qu'il soit impliqué dans le processus, puis qu'on montre l'exemple. Parce qu'en tant d'adulte, c'est ça notre rôle. Tu sais. De ton garçon, justement, ça a été... Parce que je sais que c'est une des raisons pourquoi tu as voulu continuer. Je sais que tu n'avais pas ton garçon quand tu as commencé à t'impliquer à la Fondation, mais là, il y a une couche supplémentaire. Pourquoi? Tout à fait. T'sais, la Fondation, quand ils sont venus me chercher, ben, c'était parlant pour moi, pour le mouvement, pour la course à obstacles, pour les enfants. Mais mon garçon est né, ça va faire un peu plus de 4 ans maintenant. Ça a changé ma vie pour le mieux. Et ça a été une naissance qui a été difficile, qui a été challengeante. Puis Charlie a dû rester à l'hôpital beaucoup plus longtemps qu'on aurait souhaité. Donc, une grossesse prématurée, puis il y a eu des complications. Fait qu'on a eu besoin du système hospitalier puis de ressources durant cette période-là, pendant les 3 à 4 semaines où on a dû rester à l'hôpital puis se faire transférer, et ainsi de suite. Et le corps médical, l'expertise, les humains derrière tout ça, qui ont rendu ça possible, ben, je leur dis un immense merci. Ces individus-là personnels, mais je dis merci at large aussi, à ceux que je connais pas puis qui font une différence dans tout ça. Puis je pense que autant le défi Gendarme de fer, mais plus large que ça, la Fondation en tant que telle, ben, participe d'une façon qui peut paraître éloignée par moment selon les thèmes de l'année dans lesquels on va pousser les recherches. Mais tout ça est un tout. Puis tout ça vient supporter cette croissance-là, puis l'amélioration des soins, des services et de la manière dont on peut évoluer comme société dans l'encadrement de nos jeunes, dans que ce soit les naissances, mais dans leur évolution, à supporter les parents, à aider en fait les humains qui décident de faire avancer notre société et qui décident d'éduquer d'autres personnes. Puis t'es pas obligé d'être parent pour faire avancer ça. Là. Je dis pas que le but ultime, c'est d'être parent loin de là, mais c'est de vouloir donner au prochain puis de vouloir faire avancer la roue. Puis de pas avoir peur de la modifier, cette roue-là. Puis ça, je trouve que la Fondation de la recherche pédiatrique fait ça merveilleusement bien parce qu'elle va investir puis elle va pousser dans des projets de recherche qui, des fois, vont pas être le projet grand public, ultra appealing, mais qui est hyper important. Concret dans la vie de plein d'enfants ou de parents. Exactement. Fait qu'au final, je trouve que c'est un amalgame de choses qui est merveilleuse. Je suis parti de l'histoire de mon garçon pour revenir un peu à la cause du défi. Mais pour vous, au final, je trouve que c'est une manière tellement englobante de pouvoir être impliqué et de participer. Parce que c'est pas juste un don. Un don comme ça que tu regardes pas puis que c'est un crédit d'impôt. C'est un don qui fait une différence. Avec un mouvement que tu peux impliquer là-dedans aussi pour toi puis pour tes proches. C'est qui montre l'exemple. Puis que vous ayez des enfants ou pas, ben vous êtes l'exemple de quelqu'un, à quelque part. Puis ça, ben c'est quelque chose, moi, qui m'a frappé beaucoup dans les dernières années parce qu'avec les réseaux sociaux, on mesure tout ça. On mesure les chiffres, on mesure le reach, on mesure, tu sais... Mais at the end, ça met en valeur à quel point on peut impacter les gens autour de nous. Puis que tu sois sur les réseaux sociaux ou pas,
tu vas être un modèle pour quelqu'un somehow à quelque part. Fait que c'est une autre des belles motivations. Si tu n'es pas capable par moment de le faire pour toi, parce que ton discours interne n'est peut-être pas encore le meilleur ou tu n'es pas dans ta meilleure passe, ben dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui te regarde. Puis que cette personne-là, ben, tu es son exemple. Puis tu lui permets de continuer à avancer aussi dans des moments qui sont challengeants, tu sais. Puis moi, mon garçon, ben, est une de mes grandes sources de motivation maintenant. Fait que d'être devenu papa, ça a fait une immense différence. Ça m'a permis, évidemment, de faire évoluer mon discours interne parce que je me dis que j'aimerais qu'il puisse avoir ce discours-là interne un jour aussi. Puis que si je deviens la meilleure version de moi-même, ben, je vais être en mesure de pouvoir l'aider, lui, le plus possible, à devenir la meilleure version de lui-même aussi, tu sais. Donc, ouais. C'est très beau, Samuel. Merci. T'es vraiment une belle rencontre. Merci. T'es quelqu'un de très inspirant. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis sûre que tu vas motiver et faire du bien à beaucoup de personnes qui vont écouter ce balado-là, vraiment. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. C'est quoi que la suite pour toi? Est-ce que tu t'en vas bientôt à une compétition? Non, ben cette année, c'est différent pour moi parce que je participe beaucoup dans la communauté du IROX puis j'organise beaucoup d'événements. Fait que le week-end en particulier du défi Gendarme de fer à Montréal, moi, je serai pas présent. Fait que cette année, j'ai passé le flambeau à une de mes anciennes athlètes, quelqu'un qui est super inspirant, à Noémie Bouchard, qui va être là pour donner le départ. Je reste ambassadeur, je reste présent comme on peut l'avoir mentionné. Mais pour ma part, je reste dans le coin pour les prochaines semaines, des compétitions plus locales. Puis mes prochains voyages vont être plus à la fin de l'année 2026 pour me préparer pour les championnats du monde en 2027. On te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, Samuel. Merci ça a vraiment été un plaisir. On rappelle le défi Gendarme de fer 26 septembre à Québec et le 17 octobre à Montréal. Exact. Inscrivez-vous, allez-y. En tout cas, c'est sûr qu'en écoutant ça, ça vous a donné le goût. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous dis au prochain balado. Merci.